c'est pas à moi de parler de l'impact en disant que, voilà, je suis sûr que beaucoup de gens vont en entendre parler au Maroc et regretteront de ne pas y avoir été, mais c'est pas à moi de le dire. Donc c'était réel. Voilà. Désolé. Alors, je regarde qui vous, la caméra. Deuxième interview, première prise. Le centre Sciences et Quêtes de Sens, c'est quelque chose d'original car c'est quelque chose, comme je dis souvent, qui ne serait pas possible en France, où on a les questions de management en semaine et les questions de spiritualité, de sens, de religion le week-end. Et donc là, nous avons les deux qui sont justement traités ensemble, à la fois donc des questions sur les mutations de la société, les nouvelles technologies, mais aussi justement le fait qu'on sait, techniquement et dans les entreprises, de mieux en mieux, comment faire les choses, mais de moins en moins pourquoi les faire. C'est ça l'idée d'un centre Sciences et Quêtes de Sens, c'est d'essayer en fait d'être des êtres humains non schizophrènes. Je cite souvent Charles Pierre Snow, un grand écrivain anglais qui disait qu'il y a un fossé entre les deux cultures. La culture traditionnelle venant des religions qui nous dit que le monde a un sens, et la culture classique, scientifique, qui nous dit que l'univers est une grande mécanique, voyez-vous. Cette culture scientifique dite, que j'appelle de la science classique ou moderne, elle est très performante, on ne doit pas cracher dessus. Elle nous a donné l'électricité, les chemins de fer, les ordinateurs, les portables, les vidéos qui sont en train de me filmer, etc. Mais elle a donné un monde aussi très désenchanté. Et donc le grand challenge pour le 21e siècle, et c'est ça notre centre, c'est d'essayer de retrouver un sens, mais sans que ce soit un retour en arrière. Un sens où justement on puisse marcher sur les deux pieds, de la raison d'un côté et de la transcendance de l'autre. Car la raison, sans la transcendance, c'est desséchant. Et la transcendance sans la raison peut engendrer des monstres. Voilà donc pourquoi il y a cette démarche qui rassemble à la fois la science, la philosophie, la spiritualité, la religion, mais aussi l'entreprise et les questions sociales. Le centre Sciences et Quêtes de Sens a donc cette double vocation de s'adresser à la fois aux étudiants et aux chefs d'entreprise dans le cadre de l'université Mohamed VI Polytechnique, mais aussi au grand public, au moins une fois par an et 2 cette année, dans le cadre d'un grand colloque international qui, lui, a lieu sur le campus historique de l'UM6P de Ben Guerir. L'année dernière, le colloque s'appelait simplement Sciences et Quêtes de Sens, le nom du centre, et il traitait toutes les disciplines, c'est-à-dire qu'il parlait de l'univers, de la vie, de la conscience, de la matière, et également, comme je l'ai dit, de l'entreprise, du fait justement de comment trouver du sens dans l'entreprise. Et aussi de l'architecture, car l'architecture définit comment nous vivons, dans quelle ville nous vivons, et nous pouvons dire, dis-moi dans quelle ville tu vis, et je te dirai quelle est ta vision du monde, comment tu vis, quelle est ta société, parce que si on vit dans une campagne au Mali, ou si on vit dans un gratte-ciel à Los Angeles, c'est évidemment des vies complètement différentes. Donc ça, c'était le premier colloque. Et cette année, nous avons décidé de nous focaliser sur les questions de la conscience et de la nature du réel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une grande énigme. Depuis 2500 ans, Socrate nous a expliqué qu'il y avait l'oracle de Delphes où il était marqué « Connais-toi toi-même ». Et malgré tous les progrès faits, malgré tous les neuroscans, PET-scans, etc., RNM, eh bien, on n'a toujours pas de réponse à cette question. Qui sommes-nous ? Sommes-nous une simple sécrétion des neurones qui se termine avec la mort du corps physique ? Ou avons-nous en nous quelque chose d'éternel qui peut transcender, justement, cette mort physique ? C'est une question absolument fondamentale à laquelle l'humanité n'a pas de réponse. Et il y a une autre question fondamentale qui peut sembler étrange, c'est quoi le monde autour de nous ?
Cette chaise, je suis assis, ces murs qui m'entourent, on pense que l'on connaît ça. Et en fait, non. La physique quantique, depuis déjà plus d'un siècle, nous révèle que tout ceci est complètement autre chose, que tout ceci est en fait des ondes, que tout ceci est encore pire que des ondes pour nous. Enfin, c'est des nombres purs, des abstractions, des équations, mais pas des objets. Une phrase du prix Nobel Werner Heisenberg, fondateur de cette nouvelle physique, le dit très bien. Tout ce qui nous constitue, les particules élémentaires, les atomes, sont moins réels que des objets, mais plus réels que l'idée d'un objet. Voilà, donc, tout est là. C'est pas des objets, mais c'est plus réel que l'idée d'un objet. Je prends soin la métaphore de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel n'est pas une illusion, mais parler de sa vitesse et de sa position n'a aucun sens. Ça dépend de votre vitesse et de votre position. De la même façon, les objets de la physique quantique qui nous constitue tous, eh bien, ça n'a aucun sens de parler de leur vitesse et de leur position tant qu'on ne les observe pas, comme Inès Safi, par exemple, l'a bien expliqué lors du colloque. Donc tout ceci pour vous dire que ces deux grands mystères, quelle est la nature de la réalité et quelle est la nature de la conscience humaine, nous avons décidé de les traiter parce que il se pourrait qu'il y ait un lien entre les deux, qu'il y ait la même réponse à la question du mystère de la nature et du mystère de la nature humaine. Et c'est pourquoi nous avons aussi eu un certain nombre de scientifiques, comme Emmanuel Ransford du côté de la physique et Ben Alexander du côté des neurosciences, qui tous les deux font un pont entre physique quantique, qui est la discipline qui permet d'expliquer la nature de la réalité, et la conscience de l'autre. C'est un peu gênant pour moi de parler de la réussite d'un colloque que j'ai organisé. Je pense qu'il vaudrait mieux recueillir des témoignages des spectateurs. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire. Mais en tout cas, pour vous montrer le niveau des gens qui sont donc des grands chefs d'entreprise, m'ont dit qu'ils ont eu l'expérience mystique la plus forte de leur vie en écoutant, tenez-vous bien, un prix Nobel de physique, et non pas un prêtre, un rabbin ou un imam, mais un prix Nobel de physique parler de Dieu. William Philippe, qui était notre invité vraiment en vedette, un prix Nobel extraordinaire pour son implication philosophique, qui a fait une conférence qui parlait à la fois de l'histoire des sciences, c'est-à-dire mentionner des penseurs musulmans et des scientifiques musulmans connus comme Al-Haytham, qui a fait des résultats extraordinaires mais qui ne sont pas enseignés en Occident, il faut le savoir. Il a ensuite fait une vulgarisation scientifique, il a fait quelque chose au plan épistémologique et philosophique pour finir par un plan théologique et parler de Dieu. C'était une conférence qui a vraiment, je pense, enthousiasmé toute l'Assemblée, et c'était un très très grand moment. On a eu un autre très grand moment avec Eben Alexander. Sa conférence nous a montré justement à quel point il est crédible de penser que la conscience humaine n'est pas localisée uniquement dans le cerveau. Il a raconté des témoignages extraordinaires de lui-même. Par exemple, le témoignage le plus fort, c'est que quand il a vécu une expérience où en tant que spécialiste, il prétend que son cerveau ne pouvait pas créer d'illusions, d'images ou de rêves parce qu'il était en trop mauvais état, il a été accompagné dans un autre monde par un guide qui était une femme. Et en fait, cette femme, il n'avait jamais vue, et il se trouve que il était un enfant adopté, et donc il avait une sœur de naissance biologique qu'il n'avait jamais vue et qui était décédée longtemps avant, donc il ne l'avait jamais rencontrée. Et il se trouve tout à fait par hasard que pour la première fois de sa vie, quelques mois après son expérience, il a reçu une photo de cette personne. Et c'était la personne qu'il avait vue dans l'au-delà. Donc c'était réel. Voilà. Et quand on voit des genres de choses comme ça, oui, le public et moi-même sommes très émus. Quand c'est un grand neurologue qui vous dit que tout ce qu'il a appris sur la conscience est faux, que la conscience est beaucoup plus riche en dehors du cerveau, ce sont des moments, comme on dirait en anglais, priceless. Ça n'a pas de prix. Donc on a eu ces moments extraordinaires. On a eu aussi un final extraordinaire avec un jeune philosophe que je prétends pas l'avoir découvert, mais presque. Il s'appelle Reza Moghadachi. Il est un philosophe à Strasbourg, en France. Et pour moi, c'est déjà un des 2 meilleurs philosophes français vivants. Malheureusement, il est encore relativement peu connu, mais tous les gens qui l'entendent sont transportés, transformés. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je l'avais mis exprès à la conclusion du colloque, et tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Je ne vais pas résumer et dire ce qu'il a dit à sa place. Je sais que vous l'avez interviewé.
Donc Reza Moghadachi, pour moi, c'est vraiment un des très très grands penseurs de demain. Et il faut savoir qu'il est né à Téhéran d'un père soufi iranien et d'une mère française catholique. Il a fait 10 ans de méditation auprès de maîtres bouddhistes. Donc il a vraiment cette culture interreligieuse qui était à l'honneur dans ce colloque, puisque nous avions aussi un grand débat avec le père Thierry Magnin et un représentant du pape François. Et puis le secrétaire général de la Ligue Mohammedia des Oulémas, M. Abadi, et Éric Geoffroy, qui a été un très beau débat interreligieux. Et de toute façon, dans la journée de vendredi, il y avait à peu près le même nombre de musulmans et de chrétiens. Donc, samedi, nous avons eu l'OFAM, qui a représenté l'Asie avec beaucoup de brio en parlant du Tao et de la sagesse asiatique, après que Amin Belmim ait parlé des sagesses africaines. Donc on a eu vraiment quelque chose de très interculturel et d'une grande rencontre, une grande beauté et une grande rencontre des civilisations et des cultures, et surtout une grande rencontre aussi de la science et de la religion. Donc vous voyez, rencontre entre les disciplines et rencontre entre les cultures, c'est ça le succès de nos colloques, et spécialement de ce deuxième colloque du Centre Sciences et Quête de Sens sur la conscience et la nature du réel, et c'est ça la vocation du Centre Sciences et Quête de Sens. Bon, je peux parler des impacts, mais c'est délicat parce que je ne vais pas me vanter, alors il faut rester humble, et donc je pense pas, c'est pas à moi de parler de l'impact en disant que, voilà, je suis sûr que beaucoup de gens vont en entendre parler au Maroc et regretteront de ne pas y avoir été, mais c'est pas à moi de le dire, voilà.